Merci Laurent, merci pour cette invitation. Bravo aussi pour cette initiative de débat qui finalement, les tribunes ne sont pas si nombreuses pour organiser de tels débats. Donc mon point dans les 10 minutes qui me sont imparties, c'est justement d'alerter l'opinion occidentale dont vous faites partie sur la dynamique très dangereuse qui prend forme sur la scène géopolitique mondiale. Au cours des 30 dernières années, le jeu géopolitique aura été marqué par un surgissement impétueux de la Chine sur la scène mondiale. Avant toute chose, il convient de rappeler que la Chine reste un État très particulier par le fait qu'il est antidémocratique et totalitaire. Je crois que c'est de plus en plus clair. Vous avez vu que la Chine, quand elle met en avant la notion de société harmonieuse, c'est un euphémisme pour dire société antidémocratique et totalitaire, et elle revendique que sa société harmonieuse est un modèle plus performant et plus judicieux que notre modèle démocratique. Même si la Chine reste un État capitaliste, c'est-à-dire que la Chine nous fait rentrer dans une configuration capitalisme plus totalitarisme que l'on avait vu antérieurement en Allemagne et en Italie dans les années 30. Et rappelez-vous qu'en Allemagne et en Italie, les performances technologiques et militaires avaient été très surprenantes, c'est-à-dire qu'on avait eu l'occasion à ce moment-là déjà d'apercevoir que la combinaison capitalisme plus totalitarisme n'était pas forcément moins efficace que celle capitalisme plus démocratie, malheureusement. Toujours est-il que depuis 2008, l'État chinois ne cache plus son ambition de longue date. Nous pensons, mon co-auteur et moi, que c'est autour des années 90 que la Chine a entrepris une stratégie visant à l'hégémonie mondiale. Et depuis 2008 et la crise des seuls pays occidentaux, la Chine ne cache plus son ambition de longue date, celle de mettre fin à l'hégémonie des États-Unis. On le voit, on voit les États chinois prendre de plus en plus toutes sortes d'initiatives sur tous les fronts. Sur le front technologique, vous avez vu les surprises avec le surgissement de la Chine dans le TGV, dans le solaire, la construction du plus grand superordinateur mondial. Sur le plan commercial, on a vu la Chine dépasser, les exportations de la Chine dépasser en 2010 celles de l'Allemagne, et la Chine est maintenant le premier exportateur en Russie, en Australie, au Brésil. Sur le plan économique, la Chine vient de dépasser, en termes de production industrielle, en 2010, source ONU, la production industrielle des États-Unis, elle est donc la première production industrielle. Sur le plan monétaire, la Chine est en train de réussir une promotion très rapide du yuan comme alternative au dollar, et elle organise par ailleurs toute une campagne pour accentuer et catalyser la défiance à l'égard du dollar, de façon... Un des objectifs intermédiaires de la Chine est de retirer le privilège considérable qu'ont les États-Unis du dollar. De ce point de vue-là, Laurent, je suis beaucoup moins confiant que toi dans la capacité des États-Unis à conserver le dollar monnaie de réserve. La Chine a identifié que la Russie avait perdu la guerre froide contre les États-Unis en bonne partie à cause du privilège du dollar monnaie de réserve. Et elle est très déterminée et très mobilisée pour retirer ce privilège. La Chine, sur le plan financier, la Chine est maintenant la première créancière du monde, de très loin. Il y a un article du quotidien du Peuple, un éditorial du quotidien du Peuple qui dit que la Chine peut très bien remplacer le FMI, que l'économie mondiale n'a plus besoin du FMI, puisque la Chine, avec ses 3 000 milliards de dollars de réserves officielles, en réalité 4 500, a la capacité de porter secours, si elle le veut, à bon nombre d'économies de la planète. Sur le plan diplomatique, la Chine ne cesse d'avancer. L'événement le plus récent, c'était le basculement du Pakistan, qui était depuis longtemps dans une ambiguïté dans ses relations entre États-Unis et Chine. Et le Pakistan vient de basculer très nettement vers la Chine et de permettre à la Chine de construire un port de guerre à Gwadar, au ras de la frontière iranienne-pakistanaise.
Et c'est un élément supplémentaire, bien sûr, d'affaiblissement diplomatique des États-Unis. Sur le plan militaire, la Chine n'arrête pas de marquer des succès, des agressions cybernétiques, le missile anti-porte-avions, le chasseur-bombardier furtif, tout ça s'est tombé dans les 2 dernières années. Sur le plan territorial, la Chine se comporte un peu comme l'Allemagne d'Hitler, c'est-à-dire qu'elle a discrétionnairement et arbitrairement positionné une revendication de souveraineté totale sur la mer de Chine du Sud, et elle a mis les points sur les i. Ça veut dire que seule la marine de guerre chinoise aura le droit de croiser dans la mer de Chine du Sud, et que le sous-sol de mer de Chine du Sud revient uniquement à la Chine, à l'exclusion du Vietnam, des Philippines et de la Malaisie. Voilà, donc on a autant d'exemples qui montrent que la Chine est très ardente dans sa marche à l'hégémonie. Cette marche à l'hégémonie de la Chine constitue bien sûr un défi absolument majeur pour les pays occidentaux, mais plus largement pour tous les pays démocratiques de la planète. En effet, il ne s'agirait pas, si la Chine s'emparait de l'hégémonie, il ne s'agirait pas simplement d'un changement de leadership comme il est intervenu autour des années 40 entre le Royaume-Uni, pays démocratique, et les États-Unis, autres pays démocratiques. Il s'agirait au contraire, en même temps, d'un changement de modèle dominant, puisque le modèle dominant ne serait plus capitalisme plus démocratie, mais capitalisme plus totalitarisme, comme je l'évoquais, la société harmonieuse. Sans entrer dans les détails, si on synthétise mentalement tous les critères de puissance que j'ai évoqués tout à l'heure, commercial, économique, démographique, monétaire, financier, etc., la Chine dispose déjà actuellement d'une puissance globale équivalente à celle des États-Unis. Mais le problème, c'est que la dynamique est dans le sens de la Chine et que les États-Unis sont plutôt dans une dynamique de déclin, sinon de déclin absolu, au moins de déclin relatif. D'où vient ce succès de la Chine? Le succès de la Chine vient de sa stratégie. La Chine a adopté en 1989, sans le dire bien sûr, une stratégie, et cette stratégie est centrée sur une guerre économico-financière menée aux États-Unis et à leurs alliés. Elle repose sur un dispositif mercantiliste. Ce mercantilisme est lui-même basé sur un protectionnisme monétaire. Par une décision arbitraire et unilatérale de la Chine, le yuan vaut depuis mi-2008 environ 0,15 $, quand selon les grandes organisations mondiales, c'est-à-dire ONU, Banque mondiale, FMI, ce cours de change devrait être de 0,25 $. Le yuan vaut donc 0,15 $ au lieu de 0,25 $, et il vaut 0,11 € au lieu de 0,21 € que devrait valoir, selon les mêmes organisations internationales, le cours du yuan en euros. Et cela alors même que, par ailleurs, tout protectionnisme douanier reste lourdement puni par l'OMC. J'aime bien donner la formule que l'OMC est devenu un gendarme au service de la Chine. La Chine pratique des cours de change complètement déloyaux, et quand des pays cherchent à se débattre de cette concurrence déloyale par le change, par d'éventuelles protections douanières, tout de suite l'OMC de M. Lamy leur tombe dessus. Ce mercantilisme chinois est par ailleurs diabolique. Grâce à lui, la Chine réussit à attirer dans son jeu les multinationales occidentales. On n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais il faut bien reconnaître que la Chine s'arrange pour que les multinationales occidentales soient elles-mêmes impliquées dans sa stratégie. Il n'est pas de l'intérêt de Apple que le yuan se réévalue contre dollar. Plus le yuan reste bas contre dollar, plus les profits de Apple sont importants. Et donc là, avec cette dimension-là, la Chine a réussi la performance de séparer nos multinationales occidentales des populations occidentales. Il y a un intérêt divergent entre les multinationales et nos populations, et ça, c'est bien sûr redoutable. La stratégie de la Chine lui a valu déjà beaucoup de victoires. Elle a eu une première victoire en rentrant à l'OMC malgré son dispositif de change. Une deuxième victoire, c'est l'éclatement de la crise des pays occidentaux et des seuls pays occidentaux à compter de mi-2007. La troisième victoire, c'était un schéma de sortie de crise du G7 négocié dans la panique par Sarkozy, Gordon Brown, Merkel et DSK face à la Chine en octobre 2008. Schéma de sortie de crise qui, au lieu de prévoir une forte réévaluation du yuan, qui aurait été justement le facteur de sortie de crise fondamental pour les pays occidentaux, au lieu de ça, on a fait un plan de relance super keynésien mondial dont on voit 2 ans plus tard les limites évidentes.
Quatrième victoire pour la Chine, c'est qu'on est passé du G8 au G20. Ça, c'est une énorme victoire pour la Chine. Dans le format G8, la Chine était tenue à l'écart. Dans le format G20, la Chine est très puissante et peut s'appuyer sur les BRICS pour faire valoir son point de vue. Cinquième victoire, c'est la crise des finances publiques qui maintenant intervient dans les pays occidentaux depuis octobre 2009, qui concerne aussi bien les États-Unis que les pays d'Europe. Et cette crise des finances publiques affaiblit considérablement les pays occidentaux face à la Chine, qui par ailleurs est leur principal créancier. Voilà, donc vous voyez que les choses vont très vite. Quelles sont les perspectives ? L'avenir n'est pas encore joué, mais il dépend crucialement de la réactivité que sauront manifester les pays du G7 et plus généralement les pays démocratiques dans les tout prochains trimestres. Si les pays du G7 poursuivent leurs erreurs, leur passivité et leur division, en particulier la division à l'intérieur de l'Europe, la division entre l'Europe et les États-Unis, la Chine parviendrait dès 2020 à une hégémonie absolue par manque de tout contrepoids en face d'elle. Si par contre les pays du G7 réfléchissaient, s'unissaient, se mobilisaient et bâtissaient une véritable contre-stratégie, alors la Chine ne connaîtrait en 2020 et en 2030 qu'une hégémonie relative, c'est-à-dire une hégémonie qui serait en bonne part contrebalancée par une ligue des pays démocratiques. Je rejoins d'ailleurs une formulation qu'avait lancée Christian Saint-Étienne, une ligue des pays démocratiques qui est cruellement nécessaire si on veut équilibrer la puissance formidable qui sera celle de la Chine dans les années à venir. L'axe d'une telle contre-stratégie des pays occidentaux et des pays démocratiques devrait, selon nous, consister en une sortie collective des pays occidentaux de l'OMC pour former une OMC bis. Il est grand temps que, face à l'arrogance de manipulation d'échanges que pratique la Chine, que les pays occidentaux puissent retrouver une capacité de représailles douanières face à la Chine. Et pour retrouver cette capacité de représailles douanières, il n'y a qu'une seule solution, c'est de sortir collectivement et simultanément de l'OMC, former une OMC bis qui serait le décalque de l'OMC actuelle, mais où on mettrait comme condition à participer à cette OMC bis l'engagement de respecter un jeu de change loyal sous le contrôle du collectif émanant de cette OMC bis. Pardon. Merci. Merci Antoine. J'avais juste un mot, excusez-moi. Je ne crois pas, vous l'aurez compris, du tout à la multipolarité. Je crois à la bipolarisation croissante entre la Chine d'un côté, les États-Unis et j'espère autour d'eux, les pays occidentaux et les pays démocratiques.